Bonjour à tous et bienvenue pour ce débrief de la première journée du tournoi des 6 Nations 2020. Un petit rappel pour vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir et ça récompense le travail fourni. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires et à aller voir mes autres vidéos. Dans un premier temps, j'analyserai chacun des 3 matchs de cette première journée, puis je rentrerai dans le détail des performances individuelles à travers mon 15 type du week-end et mon 15 des déceptions, avant de livrer mes pronos pour la prochaine journée. L'Italie a encore livré une prestation médiocre, ne proposant que 2 actions construites en première mi-temps, une au tout début et une autre à la 40e, pour 0 point marqué. Entre-temps, l'indiscipline chronique des Italiens a permis à Bigard de faire tranquillement gonfler le score pendant le premier quart d'heure. En suivant, la défense de Squadra Azzurra est fautive sur les 2 essais encaissés lors du premier acte, avec Leonardo Sarto à chaque fois coupable d'un mauvais placement fatal, surtout face au redoutable finisseur Josh Adams. Sur la première action, on voit très clairement que Sarto, en rouge, délaisse Halfpenny pour se focaliser sur 2 attaquants gallois, alors qu'il y a déjà 2 Italiens pour les gérer, comme on le voit en vert. Ainsi, Sarto est en retard sur Halfpenny et crée un 2 contre 1 d'école qui ouvre la ligne d'en but à Josh Adams. Sur le deuxième essai, c'est la même chose, en pire car cette fois-ci les Italiens sont en supériorité numérique, 3 contre 2. Pourtant, Sarto quitte la ligne défensive de manière hésitante pour concentrer son action sur Dan Bigard. Indécis, l'ailier italien n'aura ni Bigard ni une interception potentielle. D'un point de vue offensif, je n'arrive pas à comprendre comment une équipe composée quasi exclusivement de joueurs évoluant dans 2 provinces italiennes peut à ce point manquer de cohésion dans le jeu, se faisant gratter des ballons dans les rugs trop facilement faute de soutien réactif et s'en remettant à des initiatives individuelles comme celle de Minozzi ou Bellini, bien esselées dans leur relance. Côté stratégie, ça coince aussi. Pourquoi aligner 2 demi-ouvertures dans le 15 de départ pour au final soit jouer à la main, soit laisser Tommaso Allan rendre le ballon au pied et directement dans les mains d'Halfpenny. L'option occupation du terrain suggérée par la compo italienne de Franco Smith n'a jamais eu lieu. Cerise sur le gâteau, les Azzurri n'ont pas réussi non plus à faire fructifier leur ballon porté, leur unique spécialité habituelle, concédant notamment de nombreuses mêlées dans ce secteur, surtout en fin de première mi-temps. En deuxième période, si les Italiens ont corrigé quelques trucs, ils ont quand même trouvé moyen d'encaisser autant de points qu'en première. En dépit de Gallois qui n'ont pas forcé et d'une mêlée italienne qui a obtenu beaucoup de pénalités, les Italiens n'ont pas scoré, à cause de multiples en avant au sol. Battus dans les duels aériens face à l'excellent Halfpenny, désorganisés défensivement sur les turnovers et fatigués physiquement, ils prendront 3 essais supplémentaires. L'analyse de ce match démarre par un constat étonnant sur des phases de jeu qu'on croyait être acquises à l'une ou l'autre des 2 équipes avant la rencontre. Ainsi, la mêlée a été plutôt favorable aux Écossais, pourtant face à de solides concurrents que sont Healy et Furlong, alors que la touche, pour laquelle ils sont réputés, a souvent balbutié et perdu de précieuses munitions. On notera enfin qu'aucune des 2 formations n'a réussi à dominer les ballons portés, habituellement efficaces chez les Irlandais. Concernant ces derniers, le changement de sélectionneur n'a pas fait évoluer leur jeu, toujours un poil classique et ennuyeux, si bien que la stratégie de prendre les pénal-touches a rarement débouché sur un essai et que Sexton a fait enfler le score grâce à des pénalités. L'exception à cela est bien sûr l'essai de Sexton, très bien construit avec le deuxième in Ryan qui sort le ballon pour Canili, en pivot pour Murray qui passe à Sexton, celui-ci profitant du leurre du très bon Larmour pour marquer. Pour le reste, Conway et Stockdale, les 2 ailiers, ont su faire fructifier les ballons pas terribles qu'ils ont eus, le premier grâce à ses crochets, le second grâce à sa vitesse. Défensivement, les Irlandais sont toujours aussi solides et de véritables poisons dans le jeu au sol, bien qu'ils aient profité d'un arbitrage indulgent de la part de M. Reynal dans ce secteur, le plaqueur ayant rarement lâché le plaqué avant de disputer la balle au sol. Cela est directement lié aux échecs écossais, dominateurs sur l'ensemble du match, mais ayant perdu 2 ballons intéressants à 1 mètre de la ligne irlandaise. En plus de cela, Stuart Hogg a raté l'immanquable en échappant le ballon dans l'embut. Ce manque de réalisme écossais s'explique aussi par le fait que le 15 du Chardon a du mal à rivaliser physiquement dans les duels sur les jeux structurés. La preuve avec cette longue séquence en deuxième mi-temps, où il reste sur les 22 mètres irlandais. Il n'y a que dans le jeu désorganisé qu'il trouve de l'avancée grâce à la prise des espaces, et dès lors il manque hélas de jambes. L'interception de Sam Johnson, qui n'aboutit pas à l'essai car il court pas vite, en est l'illustration. Enfin, les Écossais se sont sabordés avec des fautes bêtes, comme les plaquages hauts d'Hastings sur des situations sans danger, et les obstructions stupides de Fraser Brown et Sam Johnson. Le 15 du Chardon avait tous les ingrédients pour gagner ce match. Quoi qu'il en soit, cette équipe peut faire un bon tournoi, et l'Italie doit s'inquiéter de voir que le seul adversaire qui lui semblait accessible est sacrément dangereux. Après cette belle victoire, il y a un enthousiasme et une joie légitime qui apparaissent. Faut dire que c'est rare de battre les Anglais et qu'il s'agissait d'évacuer la frustration du quart de finale de Coupe du Monde imperdable mais bien perdu. De mon côté, j'émettrai un jugement très nuancé sur la performance des Bleus. Mais commençons d'abord sur du positif, à savoir l'énorme énergie défensive de l'équipe de France, qui trouve ses racines sur plusieurs plans.
Outre l'apport évident de Shaun Edwards, ancien coach de la défense redoutable des Gallois, il y a une question d'endurance physique, que l'on peut probablement attribuer à Thibaut Giroud, en charge de la préparation physique. Non seulement les Bleus n'ont pas craqué à la mi-temps et n'ont lâché que 10 minutes à partir de la 60e, mais en plus ils ont vraiment gagné la bataille des impacts avec l'Angleterre. Enfin, on sent un gros mental dans cette équipe. Tout le mérite en revient au capitaine Charles Olivon, qui a clairement l'air de mieux positiver ses troupes que ne le faisait Guillaume Guirado. Si les Bleus ont fait des ravages défensifs, leur succès tient aussi à la grosse faiblesse des Anglais, méconnaissable. Ils semblaient rôtis rapidement. Je me demande si les entraînements réputés extrêmement intensifs d'Eddie Jones n'ont pas tout simplement coupé les pattes de ses joueurs, accusant un sérieux déficit de puissance, de vitesse et d'inspiration. La machine du 15 Larose était complètement déréglée, avec un jeu au pied étonnamment imprécis, beaucoup de fautes grossières et des maladresses inhabituelles sur les duels aériens et dans le jeu. L'autre élément qui me pousse à la mesure est la grande absence de jeu offensif dans ce match de la part des Français. Si on accepte l'action superbe amenant le premier essai français, avec une percée de Thomas, le relais des avants, les bons choix de Dupont et la bonne remise intérieure de Tamac pour Ratez, il n'y a pas eu grand-chose. Les deux autres essais sont intervenus suite à un coup de peau lors d'un duel aérien entre Olivon et Lowes, et une inspiration de Dupont sur un ballon pas simple. Certes, l'écart au score et les conditions météo sont des circonstances atténuantes, mais l'origine du mal est plus profonde, à savoir des fondamentaux chancelants. Plusieurs ballons perdus en touche, et d'autres où la connexion sauteur-relayeur était approximative, une mêlée sur le reculoir ou pénalisée, les Français n'ont pas eu de quoi vraiment lancer le jeu, ont préféré utiliser le pied, pas toujours avec réussite du côté de Tamac et Dupont. Anthony Boutier a été meilleur dans ce secteur. Enfin, on a souligné la qualité de la défense française, et celle-ci a pourtant cédé à quelques reprises sur des actions pourtant anodines. Teddy Thomas, Vincent Ratez et Anthony Boutier ont une grosse part de responsabilité dans les deux essais trop facilement concédés à Johnny May. Ils étaient 6 à ne compter aucune sélection, dont 3 titulaires. Parmi ceux-là, Mohamed Aouas a été le moins en vue, pénalisé une fois face à Joe Marler, et auteur de charges sans grandes avancées. Vincent Ratez a alterné le très bon sur les deux premiers essais français, et le mauvais, comme ses 4 ballons perdus et une défense approximative. Rien d'alarmant toutefois, surtout pour un joueur qui a dû supplier Penaud au dernier moment. Concernant Anthony Boutier, j'ai été impressionné par son mental, lui qui n'a pas du tout semblé paralysé par le contexte. Surtout, il a amené une qualité rare en équipe de France ces dernières années, la performance sur les duels aériens, où il ne s'est manqué qu'une fois sur 4-5 ballons, et la longueur de son jeu au pied, également un sérieux atout à son poste. Offensivement par contre, je l'ai trouvé trop sobre et peu relanceur. Lorsqu'il a tenté de créer du jeu, il n'a pas trouvé de solution. Défensivement, il compense ses errements sur les deux essais anglais, par 2 gros sauvetages sur Cruyff et Joseph qui partaient à l'essai. Quelques réglages à peaufiner et plus d'implication dans le jeu, et il sera difficile à déloger du numéro 15. L'Italie semble être le parfait adversaire pour cela. Enfin, les remplaçants ont guère eu l'occasion de se mettre en valeur. Arthur Vincent est rentré trop tard, Boris Palus s'est jeté sur un ballon chaud mais a manqué de puissance, et Cameron Mouki a montré sa vitesse et aussi hélas son absence de maîtrise quand il se sépare bêtement d'un ballon qu'il venait de récupérer. En pilier gauche, le jeune joueur de Leicester Ellis Genge a fait une rentrée fracassante, désossant la mêlée française et plaquant énergiquement Romain Tamac. Si tous les Anglais avaient mis son niveau d'intensité et de combat, la France aurait eu la tâche très compliquée. Au talon, encore un remplaçant, il s'agit de l'Écossais Stuart McInally, auteur d'une rentrée tranchante avec de bonnes charges, un franchissement et de la solidité en mêlée. Au pilier droit, Marco Riccioni a fait mal à la mêlée galloise. Tad Furlong s'est montré endurant sur quasiment 80 minutes, mais le joueur le plus convaincant à ce poste est pour moi l'Écossais Xander Fagerson, qui a pris le dessus sur Canili et bataillé dans les rucks. En deuxième ligne, le Gallois Lonwyn Jones a éteint les rares velléités italiennes sur ballon porté, et le Français Bernard Leroux a fait 23 sur 24 au plaquage et repoussé les Anglais. En troisième ligne, c'est cruel de ne pas pouvoir mettre Charles Olivon omniprésent, ou bien les Écossais hyperactifs Abish Watson et Jamie Ritchie, ou encore Aaron Wainwright qui a fait une moisson en touche, mais la concurrence est rude. En flanqueur, le Gallois Justin Tipuric a été partout, grattant des ballons et plaquant à tour de bras. À ses côtés, je mets le Français Grégory Aldrit, certes numéro 8, mais qui a tellement été exceptionnel qu'il ne pouvait pas ne pas être dans ce 15 type. Le Rochelet a plaqué 17 fois, gratté des ballons, et mis du combat dans tous les rucks jusqu'au bout. Il a aussi plusieurs fois bien géré la possession, en sortie des mêlées compliquées pour les Bleus. En troisième ligne centre, mon choix s'est porté sur C.J. Stender, l'Irlandais qui a plusieurs fois sauvé son équipe en récupérant des ballons près de sa ligne, également solide à l'impact et auteur d'un franchissement. À la mêlée, le Gallois Thomas Williams a été très performant dans sa vision du jeu et ses coups de pied. Il manque de peu de marquer un essai suite à un bon contre de sa part. J'ai néanmoins préféré Antoine Dupont, 2 fois franchisseur, marqueur du 3e essai, ayant éliminé 8 défenseurs et bien géré les délicates sorties de mêlée. Attention quand même au jeu au pied et à être attentif près des rucks. En 10, Dan Biggar a fait un 100% au pied et une passe originale décisive pour le 2e essai. Toutefois, j'ai mis Johnny Sexton, l'Irlandais auteur de tous les points de son équipe.
Au centre, Gaël Fickou n'a pas brillé offensivement, mais offert un récital défensif avec 19 plaquages. À ses côtés, le Gallois Hadley Parks a fait des misères aux Italiens par ses charges puissantes, son jeu au pied très long et des plaquages costauds. Aux ailes, Josh Adams, auteur d'un triplé, a confirmé qu'il était un redoutable finisseur, extrêmement rapide. On peut en dire autant de Johnny May, avec 2 essais superbes tout en vitesse et en inspiration. Enfin, à l'arrière, Jordan Larmour a tenté de bonnes relances, mais je lui ai préféré Leia Penny, intraitable dans les airs, qui a des jambes de 20 ans et n'a cessé d'intervenir dans la ligne d'attaque. En pilier gauche, j'ai mis le Gallois Wyn Jones, pénalisé au sol et pour avoir écroulé un molle italien, et en souffrance en mêlée, surtout en deuxième mi-temps. Au talon, Julien Marchand m'a déçu. Il a subi la force de la mêlée anglaise, a commis un en avant grossier, a effectué des lancers hasardeux, comme celui en début de deuxième période qui a failli donner un essai à Itoge. La connexion aérienne avec son coéquipier François Cross n'a bizarrement pas fonctionné. En pilier droit, le Gallois Dylan Lewis a aussi été sanctionné face aux Italiens en mêlée. En deuxième ligne, un autre Gallois, Jake Ball, a sorti une prestation insuffisante, avançant peu et déblayant grossièrement sur le côté des rucks. En numéro 5, Maro Itoge n'a pas été au niveau qu'on lui connaît, sauf dans le contre en touche. Auteur de fautes évitables et d'en avant, il a coûté des points à son équipe. Son collègue Courtney Lawes, aligné en troisième ligne, est apparu très fatigué au bout de 20 minutes, et il manque de réussite sur le deuxième essai français. Il n'a pas marqué physiquement ses adversaires. En 7, je mets Tom Curry, étrangement aligné en numéro 8, un poste où il manque clairement de puissance. Il a souvent été à la limite dans les rucks, et a paru très énervé, comme en témoigne son implication dans la bagarre suivant le troisième essai français. Pour finir avec la troisième ligne, j'ai opté pour Faletao, de retour avec les Gallois après avoir raté la Coupe du Monde sur blessure. Il a été transparent dans le jeu. En 9, j'aurais pu citer l'Italien Callum Braley, qui a joué au Wislar face à Thomas Williams, mais a failli dans ses choix de jeu. J'ai plutôt choisi Ben Youngs, trop lent pour diriger ses avants et faible sur le jeu au pied. En 10, Tommaso Allan a eu tout faux, balançant les ballons n'importe où au pied pour le plus grand plaisir de Leia Penny, ou jouant trop en profondeur. Son manque d'alternance, avec 0 coup de pied par-dessus et pas d'attaque de la ligne d'avantage, est préjudiciable. À l'aile, il aurait été sévère de mettre l'Italien Mattia Bellini, friable en défense mais qui a tenté offensivement. J'ai retenu alors l'Anglais Elliot Daly, à la contribution offensive quasi nulle, et qui a expédié un long ballon directement en ballon mort. De l'autre côté, Leonardo Sarto, invisible en attaque et mauvais en défense, est tout désigné. Au centre, un autre Italien, Carlo Canna. Habituellement ouvreur, son positionnement au centre n'a rien donné de positif, avec un jeu au pied quelconque et 0 apport offensif. En 13, un profil identique, Owen Farrell, qui a raté son match, se montrant très maladroit ballon en main et imprécis au pied. Dès les premières minutes, il a souffert de l'intensité physique. À l'arrière, Stuart Hogg aurait pu prendre la place pour sa grosse boulette, mais a aussi créé du désordre dans la ligne défensive irlandaise. Mon plus mauvais arrière est George Furbank. Le joueur de Northampton a raté ses duels, rien apporté dans ses relances et manqué ses jeux au pied. Plus que jamais, les Gallois ont un coup à faire en Irlande. Si le 15 Utrecht n'est pas plus créatif dans son jeu, il sera en grande difficulté. Le Pays de Galles est réputé discipliné et réaliste, tout ce qui a manqué aux Écossais pour battre les Irlandais. Je vois les Gallois s'imposer de peu. Encore un match très ouvert, entre deux équipes revanchardes, l'Écosse car elle a raté une victoire qui lui tendait les bras, et l'Angleterre pour rattraper sa médiocrité contre la France. Je mets un petit avantage à l'Écosse, qui joue à domicile. Pour ce France-Italie, l'issue semble sans surprise, avec une victoire bonifiée des tricolores. Maintenant, j'attends des Bleus qu'ils montrent leurs aptitudes offensives et s'affirment sur les fondamentaux, deux conditions obligatoires pour bien préparer le délicat déplacement au Pays de Galles en suivant. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, pensez à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne pour récompenser le travail fourni. N'hésitez pas à débattre de mes choix ou pronostics dans la rubrique commentaires. Salut à tous!